Oui, bonjour. Donc, je vais essayer d'évoquer ce que j'appelle l'agriculture pré-industrielle, c'est-à-dire en fait ce qui s'est passé avant l'irruption du tracteur, c'est-à-dire toute l'époque où on fonctionnait, la seule force était l'homme et l'animal en ce qui concerne la traction. Alors, il y a eu une question de départ, mais je m'aperçois qu'elle n'est pas très heureuse d'avoir mis du rouge sur du noir. La question de départ, c'était... Ah. Bref, donc la question de départ, c'est comment à un moment donné, en un lieu particulier, des hommes ont aménagé un milieu pour en vivre. Est-ce qu'on peut baisser la lumière, s'il vous plaît? Bien, monsieur Thierry. Très bien. Je continue, oui, je vais pas me laisser impressionner, oui. Donc, comment des hommes ont aménagé un milieu pour en vivre et quels sont les arrière-effets? Quand je parle arrière-effets, je parle, disons, l'ensemble des arrière-effets, c'est-à-dire qu'ils soient d'ordre visible, tels que des structures agraires, et qui continuent de jouer un rôle important, notamment ce qu'on appelle en écologie du paysage, tout aussi bien que des arrière-effets en termes, disons, caractère physico-chimique des sols, par exemple, et de la végétation qui est dessus, qui en... Alors, voilà, on va évoquer, je dis bien évoquer, un monde où, voyez-vous, là, c'est une photo de 1930 qui m'a été donnée, prêtée par un agriculteur de Saint-Martin-du-Mont, la ferme de Ranchecourt, Chaussier. Donc, c'est un monde qui n'est pas si loin que ça, dans lequel le modèle était très simple, c'est-à-dire un équilibre entre une démographie et les ressources alimentaires. Et chaque fois, le schéma était le même, une crise démographique induite par divers aspects, toujours un triptyque qui était, disons, famine, mortalité, troubles, guerre, c'était extrêmement violent, et qui se traduit par extension, flux ou reflux des zones occupées. Ce qui veut dire par là que ces zones tampons qu'on déplore, qui ont disparu à l'heure actuelle, étaient extrêmement importantes, puisqu'elles permettaient justement une certaine souplesse de réponse face à ces crises. Donc c'est ce monde je vais essayer d'évoquer. Voyez-vous, je l'évoque à partir de quelques photos déjà là. Vous voyez, là, nous avons 1930, 17e siècle. Bon, le costume n'est pas le même, mais en termes énergétiques, je ne suis pas certain qu'il y ait des grosses différences. C'est-à-dire que l'homme du 17e qui réapparaît en 1930 sera un peu déstabilisé par certaines choses, mais des pratiques qui sont restées très anciennes. La jachère, qui était, n'oubliez pas, la jachère, c'est pas... il y a souvent, mon camarade et collègue Pierre Morlon l'a bien démontré, la jachère est une terre travaillée. Traditionnellement, ça n'est pas, parce qu'aujourd'hui, dans les pompes en jachère, on pense laisser à l'abandon quelque chose. Non. La jachère fait partie de l'assolement et elle subit 2 ou 3 labours. Faut pas, et elle sert, bon, évidemment, au package en plus, mais bref, ça n'est pas une terre abandonnée. Une jachère labourée vers 1914, l'attelage des bœufs et l'épandage du fumier dans les années 1930, avec un attelage quand même qui est de 3-4 chevaux. Non, même pas, il y en a 2. Voilà. Pour présenter ça, je me suis appuyé sur un travail, alors je pille le travail des étudiants, n'est-ce pas? Bon, faut dire que... Comment? Oui, faut dire que je les ai dirigés aussi, donc j'ai au moins cet tuteur, j'ai au moins cette excuse. Je leur avais demandé de faire une expertise technique de l'agriculture pré-industrielle, à partir notamment de sources archivistiques qui dataient du début du 19e siècle, c'est-à-dire la période entre, disons, 1800-1820 était extrêmement riche en données statistiques. Il y a eu à ce moment-là une crise statistique et qui permet de faire un diagnostic relativement sérieux. Et donc j'aurais demandé cette question, et j'aurais demandé la forêt, quel rôle elle jouait, quel aspect elle avait, quelle était cette forêt. Évidemment, la forêt est totalement incluse dans le système agraire, il faut bien comprendre ça. Première chose, alors, quels sont les éléments qui nous permettent de voir? Alors, ceci, c'est tiré d'une... En fait, je me suis dit, plutôt que de reprendre des morceaux, je vais carrément mettre les posters d'une exposition que j'avais conçue il y a quelques temps, donc si vous voulez, et qui est toujours en dépôt, d'ailleurs je le signale, n'est-ce pas, à la communauté de communes de Saint-Seine-d'Abbaye, et s'il y en a qui la veulent, eh bien, ils peuvent la prendre et puis l'exposer, il n'y a aucun droit dessus. Donc, la première chose qui apparaît, c'est un extrême morcellement du parcellaire. Mais alors, invraisemblable, la parcelle moyenne est de 20 à 30 ares pour les terres labourées, un peu plus pour les terres, pour les herbages, comme on appelait, c'est-à-dire qui étaient souvent qui étaient fauchés.
Bon, le reste de pâture, pâtis et autres, c'est des zones qui sont un peu plus ouvertes, ça ne compte pas. Et évidemment, ça correspond à une mesure agraire qui est le journal, il y avait la Juguère, plusieurs mesures. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces mesures agraires correspondent quand même à un impératif technique. Quand on disait le journal, ça veut dire, comment dirais-je, évidemment, ce qui se fait en une journée. Donc, impérativement, on a cette dispersion, mais alors aussi la forme qui est importante. Évidemment, quand on laboure avec un cheval, on évite de retourner. Il faut que la géométrie de la parcelle, elle résulte d'un compromis entre l'outil et et la tenue pédologique. Alors, ce qui m'intéresse, cette forme de parcelle, c'est qu'à ce niveau-là, il y a le contact, entre guillemets, avec la terre est direct, c'est-à-dire qu'il n'est pas médiatisé, en fait, par une machine. Donc, l'homme à la main qui, derrière, sent, les caractéristiques pédologiques. Sol pierreux, pas pierreux, sol lourd, argileux, limoneux, etc. Ce qui explique aussi que la valeur du journal variait énormément, enfin variait dans une certaine fourchette, mais variait en fonction du contexte pédologique et de la topographie. Évidemment, là, on reconnaît aisément, je me suis trompé de claque. Ah, ça ne veut pas revenir, si. C'était le laser que je cherche, le petit laser. Oui, enfin, on le reconnaît. On voit les... Là, je ne les vois pas, je ne vois pas clair personnellement. Donc, si vous voyez des parcelles qui ont une forme courbe, toutes parallèles, donc ça signale des pentes. Les combes sont extrêmement bien dessinées parce que sur ces plateaux calcaires où les terres étaient, on voit la combe dessinée par la parcelle. Alors, à côté, il y a le remembrement. Cette région était remembrée. Et c'est une chose extrêmement intéressante de constater que, et c'est ce qui permet de faire ce que je fais, c'est de l'archéogéographie, c'est qu'il y a une permanence, comment je veux dire, une sorte de permanence dans les grandes orientations malgré les remembrements. Même si le remembrement a tendance à nier l'hétérogénéité parcellaire qui existait, évidemment c'est son but, mais aussi qui a tendance à nier l'hétérogénéité naturelle que présentait ce parcellaire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit encore, de nos jours, alors c'est ça, on peut rechercher, il y a encore des parcelles napoléoniennes qui subsistent à l'état archéologique. Je vais me mettre là pour voir quand même ce que je fais. Oui, je crois que... Voilà, par exemple, celle-ci, c'est une parcelle napoléonienne qui a subsisté. Il en voilà une autre, mais elles sont près du village, si vous voulez. Alors déjà, c'est la première chose, c'est extrême découpage. J'ajouterais que les petites parcelles, on pourrait parler longtemps. Les parcelles, par exemple, qui sont en prairie, on les reconnaît bien. D'abord, elles sont très liées au milieu humide. Là, le poids de l'écologie est très très fort. Et qui plus est, elles sont carrées. On les distingue bien. Les grandes parcelles, elles, qui sont grandes carrées, qui sont généralement quadrangulaires, disons, c'est des polygones beaucoup plus importants, signalent des packages, signalent des pâturages, c'est-à-dire des zones souvent qui sont collectives, entre parenthèses. Première chose. Alors, deuxième chose, c'est qu'on voit ces formes, c'est l'évocation des traces qu'on peut en voir, et notamment les traces de meurgés. Alors, les meurgés, il n'y en a pas partout. Dans ces conditions, alors là, je parle des plateaux calcaires, hein, je ne parle pas des zones, par exemple, de l'Aussois-Liassique ou du Bassigny-au-Marnais également, qui est son pendant. Non, je parle là bien des zones calcaires. Évidemment, dans un endroit où vous avez ce qu'on appelle les petites terres, communément, c'est-à-dire des terres qui peuvent avoir 20-30 cm des fois moins, bon, pas des lithosols évidemment, le seul moyen d'acquérir de la profondeur donc, de la réserve en eau, c'est de dépierrer. On en voit des fois en forêt, c'est pas des tumulus et des choses comme ça, c'est des traces de dépierrement qui signalent que ce bois a été dépierré pour créer une parcelle. Alors une parcelle de la taille d'un petit jardin, faut bien... mais c'était la norme. Et ces meurgés, bien, je me suis amusé un peu à parce que maintenant avec les systèmes qu'on a, les systèmes d'information géographique, on rentre la donnée, puis après, il n'y a plus qu'à questionner, enfin, il n'y a plus qu'à... Et en 1813, par exemple, il y avait 189 meurgés dénombrés qui occupaient 12 hectares. 1056 haies couvrant 40 hectares pour une commune, donc qui en fait là, il en fait 5000, c'est Saint-Martin-du-Mont, elle est 2000, pardon, excusez-moi, 2000, c'est plusieurs hameaux. Donc vous voyez à peu près l'importance de ces meurgés. Mais ça n'est en aucun cas, en aucun cas on ne peut évoquer un bocage. Hein. C'est simplement comme dirait le meurgé, il sert à la fois donc de limite aussi, entre parenthèses, parce qu'on dépierre, mais on limite. Ils ne sont pas mis n'importe comment non plus, pour une simple raison, c'est que si on veut faire tenir beaucoup de pierres à un endroit, il est plus malin de les ranger à peu près proprement que de les entasser n'importe comment. Il y a ceci, cet aspect.
Et puis également, j'ai oublié de parler, c'est les tournières. Il faut oublier une chose, les parcelles étaient, on bondit les chemins énormément, une irrigation du terrain, mais la partie tournière, c'est, vous savez, quand on arrive au bout de la parcelle, qu'on fait le demi-tour, au cours des ans répétés, eh bien, ça finissait par accumuler des rideaux, des bombements qui étaient utilisés comme cheminement. Et des fois aussi qui pouvaient générer des meurgers. Alors voilà un peu, là vous voyez, ça, c'est juste avant 1900, c'est la photo aérienne qui est consultable, c'est géoportail, on peut les télécharger maintenant. Vous le géoréférencez, puis vous, après, vous le recollez sous une carte IGN, sur tout ce que vous voulez. Hein. Donc vous voyez à peu près ce morcellement parcellaire extrêmement important. Puis là, ici, des parcelles qui sont beaucoup plus grandes, et historiquement plus grandes, et là Jean-Marie Royer a cru décerner des pelouses qui donnaient comme étant séculaires, de par la flore qui s'y trouvait, ce que je confirme parce que le cadastre napoléonien les donne en pâtis. Et vu leur position, ça semble tout à fait raisonnable. Bon, mais on n'y était pas évidemment. Bon. L'autre chose, alors c'est l'élevage. Et l'élevage dans les systèmes anciens est relativement limité. Ce qui veut dire élevage limité, ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à donc, un paysage où les formes herbacées vont dominer. On peut en discerner quelques-unes. Évidemment, là, vous avez une estimation qui a été faite, fin 18e, début 19e siècle, à Saint-Martin, 200 hectares d'herbage d'hiver pour 3000, excusez-moi, je me suis trompé, c'est 3700 hectares au total. Vous voyez, c'est relativement réduit. Et ils sont cantonnés principalement dans le Valais, si vous connaissez, c'est la vallée de l'Oune, la Saint-Seine-l'Abbaye est là, la vallée ici, et puis un peu le long du Suzon. Et puis surtout, il y a des zones qui sont ici en herbage, tantôt cultivées, qui font une espèce de zone tampon, et qui justement, c'est cette zone qui absorbe les flux et les reflux démographiques que je vous avais évoqués. Alors, évocation, quelle tête ça pouvait avoir? Ben, les chaumeaux, ce que l'ONF appelle les habitats associés, les chaumeaux intraforestiers, c'est relativement important, et dans les archives, on trouve énormément de traces de demandes d'utilisation des dits chaumeaux. On trouve notamment des traces de constitution du troupeau commun, bovin, pas les ovins étaient mal vus en forêt, mais par contre tout le reste, tous les suidés, les cochons, comment dirais-je, tous les bovins traînaient là-dedans, chevaux également quand il y en avait, donc vous voyez ça des... Et puis les chaumes, les chaumes, dont certains maintenant font l'objet de protection. Ce qu'on appelle le chaume, c'est ce que les naturalistes appellent les pelouses sèches, ni plus ni moins. Mais ces chaumes qui faisaient l'objet d'une pression humaine assez forte. Donc, alors il fallait évidemment les ressources forestières étaient extrêmement importantes. Là, sur ce bois qui est ici, ils sont estimés, les chaumeaux, à 22 hectares de pelouse au total, et qui à l'heure actuelle sont quasiment fermés. Il n'y a plus que celle-ci, puisque j'ai pris la photo en 2004, il n'y a à peu près plus que celle-ci, et puis qui est près d'ailleurs pas très loin de l'entrée, ce qui est normal. Quant aux autres, elles ont à peu près disparu. Toujours ces herbages anciens, évocation, avec une évaluation. Vers 1813, à Saint-Martin, donc, il y avait les prés naturels, les prés arrosés, il y avait une petite irrigation dans la vallée de l'Oune, enfin irrigation, tout est relatif. Les premiers mélanges d'artificiels, trèfle, Saint-Foin et Luzerne, 40 hectares et 94 hectares, chaume, pâtis, broussailles, dont on a évalué, je passe après au rendement, en utilisant l'unité fourragère comme élément de base. Alors voilà la tête que ça. Il y en a encore. Alors, en ce qui me concerne, j'aurais tendance à croire que... outre l'intérêt, si vous voulez, paysager, au sens esthétique du terme, parce que ça fait une hétérogénéité, outre l'aspect d'écologie du paysage, couloir vert, etc., pour les flux génétiques, c'est aussi un intérêt archéologique, en sens que ça témoigne d'une société passée, parce qu'on ne peut pas se dispenser de la société qui est derrière la construction de ces paysages. Voilà ce que ça donne à peu près. Ils ont estimé, alors après un calcul relativement, simple si on veut. Donc on avait le nombre de têtes à peu près présentes. Les poids ne sont pas les mêmes. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, la vache dite de pays, c'est qui est noté, fait à peu près 250 kg quand elle va bien. Par contre, c'est les porcs qui sont gros, la taille, le poids n'a pas tellement varié, mais ce sont des petites bêtes par rapport à nos normes actuelles. Quand vous voyez qu'un UGB actuel, ça vous traîne 600 kg, j'allais dire 3 vaches, ça vous fait l'UGB. Donc, quand même.
Il faut penser à ça quand on évalue, c'est-à-dire que c'est ni les mêmes bêtes, ni les mêmes besoins fourragers, ni les mêmes besoins en eau, bien évidemment. La production, évidemment, n'est pas la même non plus, ça va de soi. Ce qu'il en sort, c'est à l'image du reste. Alors, vous voyez d'à peu près, vache-veau, les poids étant estimés, poulains, bœufs, etc., on en a ramené tout ça à l'unité fourragère. Et l'estimation là, c'est entre vous voyez, l'estimation qui en est faite, ici, dans ces termes-là. Alors l'unité fourragère, je vous rappelle, c'est par rapport à l'orge, la valeur énergétique, hein, la définition est rappelée ici. Et puis ici, un rapport, mais comme j'ai mis celui-là, mais il y en avait des tonnes de ce type de considérants, à savoir les pratiques qui avaient lieu dans la montagne. Les bœufs de la petite espèce qu'on ne peut nourrir qu'au bois, vous voyez. Alors je vous laisse imaginer la forêt. L'emprise des cultures également, donc en fait l'emprise est relativement réduite, mais je veux dire, ce qu'on peut appeler le chargement immédiat, c'est-à-dire, comment pour exprimer, c'est la répétition des gestes au cours des siècles qui crée une structure pérenne. Mais sur le coup, il n'y a pas une force extrêmement élevée, c'est la répétition qui crée ces formes. Et en fait, là, à peu près, on a estimé quels étaient les besoins de vie, en fait, pour un ménage. Enfin, un ménage, ce qu'on appelle un laboureur, c'est en fait qui correspond aujourd'hui à un exploitant, enfin, un propriétaire exploitant, bien évidemment, parce qu'il y avait une infinité de gens qui ne pouvaient pas vivre de leur propre terre, et des fois même qui n'en avaient pas, et qui cumulaient les choses. Hein. Alors, les systèmes anciens, donc, on l'a calculé ainsi. Voilà ce qu'il y avait. Donc, un assolement classique sombre, blé, mars. Alors, les sombres, c'est les jachères. Les mars, c'est les céréales secondaires. Blé, c'est en principe le froment, qui est la céréale noble par excellence hein, dans l'ancien temps. Selon le type de sol et de traction, alors les sombres labourés 3 fois et les 2 autres sols 1 fois au minimum. Donc il faut 3 jours pour labourer 1 hectare. Vous pouvez comparer avec ce qui se passe à l'heure actuelle. 3 jours pour labourer 1 hectare. La charrue qui est employée là, c'est une unité de mesure agraire à Saint-Martin, faisait 4,5 hectares. Et donc ce qui correspondrait, on a calculé la surface minimum d'installation, qui aujourd'hui, elle est de, je ne sais plus à l'heure actuelle, mais moi dans le Bassigny, je me souviens qu'elle était dans les années 70-80, déjà elle était de 40-50 hectares. Maintenant, je pense que ça a dû peut-être tripler, largement à la centaine. Donc, voilà. Si on compare la SMI d'après la fin de l'Ancien Régime, donc elle était estimée, là, un feu. Donc, si vous voulez, 4 charrues, soit 56 jours de labour. Donc, vous voyez, 4 charrues, ça fait 16-17 hectares. Alors, on l'a vérifié notamment dans la littérature, et donc Patrice Beck, j'ai proposé ça. Et il a regardé des créations de villages par sitôt, des créations de granges, notamment vers Crépé par là. Et dans la création, les moines installent tant le bonhomme et la terre qui va avec, et c'est à peu près ces mesures. Variable, hein, ça va entre 16 et 18 hectares. Donc si vous voulez, ça correspond à peu près à ce qu'ils estimaient pouvoir vivre de son travail, sans s'employer ailleurs, hein, bien évidemment. Voilà. Et donc, également, on a calculé l'étirement, et on s'aperçoit qu'un autre grand principe d'organisation de ces territoires, c'est l'éloignement. C'est-à-dire que la distance joue profondément. On ne se déplace pas comme aujourd'hui pour faire 40... Non, là, on reste au maximum et au plus près. Et l'étirement parcellaire qu'on peut donner comme étant significatif de la parcelle de labour, c'est-à-dire les parcelles longues, allongées et emparquées, se trouve finalement résumé en, comment dirais-je, à une zone très proche des habitats. Et à partir de là, comme on avait des recensements qui remontaient très loin, qui remontaient donc au XIVe siècle, on s'est amusé simplement à voir quelle pouvait être l'empreinte théorique disons, du travail de ces gens. Et je suis arrivé à ce moment-là à faire ces petits cercles-là, qui correspondent aux clairières culturales primitives, si vous voulez. Et alors celui-ci, c'est une hypothèse qui ne s'est pas avérée, c'est les fouilles qu'on a menées à Saint-Martin-du-Mont. Et en fait, là, c'était une création purement spéculative, sans création de terroir. Mais si ça avait été un village, on serait attendu à des frichements à peu près de cette taille. Voilà, les rythmes agraires et les produits. Donc on a estimé les cultures et leur destination.
Donc, qui est ici, bon, je ne vais pas vous commenter le tableau, les statistiques, mais je vous dis, il est à disposition. Donc, la nature, ce qu'il en est réservé aux animaux, l'alimentation humaine, les SMI, faut pas oublier. Et puis, là, vous avez les dites cultures en question, où il y a des choses qui sont un peu... On a essayé de ne rien louper. Il y avait des haricots, par exemple, pommes de terre, avoine, etc. Alors, il ne faut pas oublier le contexte aussi, le milieu extrêmement difficile. Je parle des petites terres, pas l'oublier, probablement que ça serait passé un peu ailleurs. Là, c'était pour évoquer justement ces petites terres. Et là, vous voyez, c'est assez parlant, ça doit faire 10 cm. La dalle calcaire, là, c'est le callovien qui apparaît immédiatement. Seul endroit à peu près préservé, c'est au pied des pentes, et puis alors les combes, qui constituaient, mais qui à l'heure actuelle, c'est rigolo, parce que vous voyez comment c'est préservé, ça s'était pris récemment, on voit bien le système préservé, probablement assez ancienne aussi, l'émergé doit être ancien, on le vérifie aisément après cartographie sur le napoléonien et superposition, et on voit cette forme allongée qui était préservée. Alors qu'en était-il? C'était le recours, alors face à ça, cette pauvreté fourragère, ben, c'est le recours à, comment dirais-je, à la forêt. Et initialement, je voulais parler surtout de la forêt, bon, mais je l'ai mis un peu en dernier. Et sur quoi ça fait à la ressource forestière? Eh bien, ça aboutit à une forêt extrêmement dégradée. Extrêmement dégradée. Les PV visites que j'ai retrouvés du XVIIIe siècle, ceux que j'ai pu lire du XIXe, et pas seulement pour Saint-Martin-du-Mont, mais pour l'ensemble des forêts, sont peut-être ce qui étaient les forêts royales qui sont devenues après impériales avant d'être républicaines, quoique, parce qu'elles avaient des rotations extrêmement courtes aussi, 12-15 ans, il y avait une pression terrible sur le bois, et bien on aboutit à ça. Alors, je vous ai mis ici un PV de visite qui date de 1759. Voilà ce qu'ils en disent. Une partie en friche, partie en pleine montagne. Alors, certaines des montagnes, c'est des plateaux calcaires. Hein. C'est par opposition tout simplement aux dépressions liaciques. On appelle ça montagne, mais en fait... est partie en coteau dans un mauvais fond pierreux. Bah, vous voyez, j'ai pris des photos actuelles. Mauvais fond pierreux, c'est vrai que c'est des petites terres. Et plein de roches, qu'elle est plantée d'un taillis, etc., etc., avant plusieurs parcours, différents chemins reconnus par les habitants, avoir observé aucun ordre de coupe réglé, que l'on a au contraire coupé par furetage et jardinage. Alors furetage, c'est évidemment, ils vont couper, je vais dire, à la petite semaine. On coupe tout, n'oubliez pas, le bois sert non seulement au chauffage, mais il servait aussi là, en l'occurrence, en plus de ça, il y avait la charbonnette liée aux forges qui existaient à peu près dans toutes les vallées, du châtillonnet, du plateau de Langres, on en trouve... un nombre assez impressionnant de places à feu. D'ailleurs, j'ai mis en dessous comment dirais-je, une photo d'un charbonnier qui m'a été refilé. Voilà, ils habitaient dans des cabanes, 6 mois de l'année, entre parenthèses. Et là, en gros, ici, on a fait une estimation, et le nombre d'animaux conduits annuellement parcourt en moyenne de 90 bêtes à cornes et 25 chevaux. Vous imaginez ce que ça peut donner. Et en plus, on cueillait les herbes, chose qui s'est faite durant la sécheresse. Je crois savoir qu'on est retourné... C'est dans 76, puis une autre année, je crois même dans les communes très sèches, ils ont été en forêt, parce qu'évidemment, l'humidité résiduelle est plus importante, ils ont été coupés de l'herbe. Et on a des forêts, effectivement, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les nôtres, c'est-à-dire à l'heure actuelle, je veux dire, les grandes futaies cultivées, parce que c'est ça. Hein. La physionomie est bien humaine, ce sont des milieux anthropisés. Voilà, alors la ressource fourragère forestière a été estimée, telle qu'on la connaissait à travers les archives. On estimait c'est des calculs qui peuvent être approximatifs, mais bon, il fallait bien établir quand même quelques chiffres pour quantifier la chose, se faire une idée, si vous voulez caler un peu le modèle. Je vais pas là, si c'est pareil, je ne vais pas passer là-dessus. Donc, vous voyez ce qu'il en est. Là, la grande conclusion, c'était que sans la forêt, face à l'aléa climatique, il n'y avait pas de possibilité de nourrir les animaux. Voilà. C'était plus qu'indispensable. C'était la conclusion qui en ressort. Face à une grande insécurité alimentaire à l'aléa climatique, la ressource forestière se révèle indispensable. Et ça a duré, on peut dire, jusqu'avant 14-18. Après 14-18, un peu moins. Et pour que tout change, c'est le tracteur.
À partir du moment où le tracteur est arrivé, c'est-à-dire l'aide Marshall, les premiers, certaines vous se souviennent des premiers Renault, des Vierzon notamment, je me rappelle moi des Vierzon verts avec le volant d'inertie sur le côté, etc. Avant que ça arrive, eh bien, c'était ceci, cette situation. Voilà, alors je voudrais conclure sur ce petit point pour montrer un peu cette organisation du Haut-Val-Suzon. Il se fait qu'à l'heure actuelle, il y a une opération sur le Val-Suzon en termes de réserve et en termes de forêt d'exception, et puis Natura 2000 a tout un ensemble de protection. Et nous, enfin disons nous, on est Patrice Beck et puis moi-même, puis Franck Fauché de la SRA, pour ne pas l'oublier, on s'est abattu là parce qu'en fait, il y a énormément d'habitats abandonnés qui se situent dans cette forêt. Il y en a au moins 4 qu'on a identifiés, des hameaux, un ici qu'on a fouillé, un là qu'on a sondé, etc. Donc, qui dit habitat dit que la forêt, je ne pense pas que les gens habitaient, enfin, bref. Et ça m'a amené à vouloir restituer, j'allais dire, le cadastre napoléonien qui a été établi très tôt, dans les années 1810, et disons 1820, donc c'est quelque chose qui donne une image de de l'ancien régime, de cette période, une image donc, du territoire. Bon, ça m'a pris un moment parce que j'ai renumérisé évidemment toutes les parcelles systématiquement proches de référencées feuille à feuille. Et ça donne une idée de ce qu'était d'abord l'omniprésence, vous voyez bien, des zones de culture, c'est absolument énorme, zones ouvertes, des grandes parcelles à proximité des forêts qui signalent des packages et qui sont des zones tampons de flux et reflux. Il reste encore, je pense très bien, donc ça alimenter la table tributaire à partir de ça, les prés en verre là qui sont bien coincés par l'écologie, et ici c'est la faille, vous savez, qui fait remonter un petit peu d'un niveau, un niveau marneux qui se trouve ici à Pange. Ici il y a la faille qui passe, une grande faille ici qui passe, avec un rejet relativement important, donc qui permet justement de créer une certaine humidité ici, par remontée du niveau de, je ne sais plus quel est taché, je ne pense pas que ce soit les Marnostréas, je crois que c'est un peu plus haut. Hein. Il y a du lias, ah ben le lias il est là, il n'y a aucun problème, mais je pense que oui. Le lias, il est au niveau de Fontaine-Merle, il n'y a aucun problème. Ça, c'est sûr, c'est le lias. Par contre, là, je ne sais plus. C'est extrêmement faillé. Voilà. Et puis, quelques friches qui sont toujours résiduelles, mais qui ne... C'est pour ça qui sont en attente. C'est pour ça, j'ai l'impression qu'il n'existe pas de vieilles friches. Je veux dire, penser à la friche exprime un moment dans une évolution de la végétation. C'est-à-dire que j'ai la friche, entre guillemets, parce que la friche, pour les naturalistes, c'est pas de la friche, c'est péjoratif. La friche, c'est une pelouse sèche, selon le discours, sur le point de vue, si vous voulez. Ça peut être un moment entre, je veux dire, une avancée des cultures ou un recul des dites cultures. L'essai elle-même, évidemment, ça va se boiser en fonction de l'épaisseur, enfin, de différents paramètres édaphiques, mais enfin, bon. Et il y en a très peu, là, vous voyez. Et puis là, il y a des chaumes, ici, qui ont des sauvageantés. Il y avait un énorme chaume assez ancien. Je pense que ce point de vue de la protection de la nature, ces endroits, quand ils sont bien identifiés étant anciens, il y a un argument supplémentaire pour demander à ce qu'ils soient protégés par diverses manœuvres, parce qu'ils témoignent. Mais évidemment, là, on fixe une évolution, ça va de soi. C'est un moment qui est dans l'évolution qui est fixé. Voilà, je suis dans les temps, monsieur. C'était juste. Voilà, je vous remercie. Merci. Je me demandais bien comment j'allais vous arrêter un petit peu. Vous étiez loin, etc. Je me suis dit jamais je vais m'en sortir. Alors merci de m'avoir facilité le travail. On va peut-être poser quelques questions sur ce premier exposé. Je voulais quand même préciser que ce que vous avez dit, l'actualité, le changement brutal, c'est bien après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Je voudrais rappeler qu'un agronome, René Dumont, dont vous connaissez tous le nom, juste après la guerre, se battait pour que les exploitations aient une surface minimum de 8 hectares. Et il avait un succès difficile, parce que le monde agricole très conservateur ne voulait absolument pas bouger, y compris les structures. Vous voyez, donc René Dumont, l'agronome qu'on connaît bien, luttait pour agrandir les exploitations à 8 hectares. Et également pour essayer de accompagner une révolution fourragère, comme vous l'avez dit, parce que le problème de l'alimentation animale se posait à cette époque.
Je voudrais répondre là-dessus, c'est que, faut pas oublier une chose, c'est qu'en 1950, dans le contexte de l'époque, on a demandé aux agriculteurs de faire de feu de tout bois pour nourrir la France. Donc toutes les autres préoccupations autres que les productions alimentaires sont passées à la trappe pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'à la limite, maintenant, on est tenté de redire l'inverse de ce qu'on a dit, parce qu'on a atteint un niveau de productivité tel qu'on peut considérer qu'on peut se permettre ce genre de choses. Mais pas oublier, en 50, il y avait encore des tickets de rationnement, il y avait tout ça. Donc il fallait produire à tout crin, et vraiment à tout crin, donc sans aucune autre considération. Quand on voit la SAF, par exemple, si vous prenez les travaux de la SAF, vous savez, la Société d'aménagement des friches de l'Est, qui a fait des travaux considérables au niveau études, notamment, ils ont pondu des tas de relevés, etc. La SAF était grand pilote là-dessus, c'est-à-dire on retourne toutes les friches. Et maintenant, l'évolution de la friche, je veux dire une chose, dans le canton de Ressé-sur-Ours, en 1800, au début du, je ne sais plus la date exacte, pas l'important, enfin, au début de l'année 1800, il y avait à peu près 6000 hectares de friches seulement. En 1920, il y en avait à peu près 30 000. Ça a culminé après, et puis maintenant ça redimine à nouveau. Donc vous voyez bien que ça peut considérer ça comme étant un indicateur justement de ces mouvements. D'autres questions? Oui. Sur le plan juridique, est-ce que vous avez constaté le maintien du droit de pleine pâture dans la région que vous avez étudiée? Et puis aussi, est-ce que le domaine public, enfin, je pense notamment au domaine public, je pense au bord des chemins, etc. Est-ce que c'était utilisé, comme c'est dans d'autres régions, par des paysans pauvres, ou des pauvres tout simplement, pour faire paître un bétail minimum, si je veux. Alors, oui, alors les aspects juridiques, je les ai un petit peu chantés, parce que le problème dans cette histoire-là, c'est qu'il y a vraiment une dimension sociale qui sous-entend aussi la technique, hein, ça va de soi. Je pense au fait que la morcellisation chez nous, elle est très grande, parce que en droit coutumier, c'est le partage entre les héritiers. J'en ai pas parlé, mais ça s'impose. C'était cartographié, ça d'ailleurs. Alors pour revenir à la veine pâture, je l'ai vu s'éteindre peu à peu. Elle s'est éteinte, en fait, faute de combattants. Il n'y a pas eu les suppressions. Les conseils municipaux ont pris des arrêts de suppression assez tardivement, souvent après-guerre, après la guerre, la Seconde Guerre, je parle. Hein. Mais l'arrêté, les motifs, c'était constatant l'absence de personnes, constatant la déshérence, etc. C'était plutôt ça, c'était pas une suppression. Machin. Quant aux bords de route, oui, ils étaient régulièrement, comment dirais-je, utilisés, fauchés, etc. Et pour les bords de route, un petit truc rigolo, j'ai retrouvé également, il était recommandé à l'agent Voyer, qui est l'ancêtre de la DDE. Ben non, maintenant ça n'existe plus, de la DDE. Donc l'agent Voyer, il lui était recommandé à l'époque de mettre des fruitiers le long des routes afin de désaltérer le voyageur. C'était donc ça se conçoit dans une époque où on se déplace à pied. N'oubliez pas aussi que le déplacement, on n'a pas le même, parce que souvent quand on voit ces périodes-là, on est très coincé par l'idéologie. Je veux dire, on raisonne par rapport à nos modèles à nous maintenant. Mais n'oubliez pas qu'il n'y avait pas du tout ni les mêmes besoins. Il n'y avait pas du tout ni la même vécu qui faisait que nos réactions sont inappropriées par rapport aux réactions. Là sur 16, j'ai vu un truc hallucinant, enfin, personnellement je ne ferais pas ça, enfin, bien je ne ferais peut-être pas grand-chose, mais les gens sur cette petite terre se sont créés des enclos vivriers. Et ces enclos, pour avoir, bon, il y a quoi, il y avait 15 cm, ils ont tapé là-dedans, ils ont tamisé la terre, ils ont créé 60 cm de terre fine. C'est un travail considérable quand on regarde ça. Ils ont dépierré, on est au niveau de la dalle nacrée, enfin juste en dessous un peu de la dalle nacrée, sur les calcaireux, ça se débite bien en lave. Hein. Les pierres ont été utilisées pour les constructions et ils sont créés un sol. J'ai vu ça aussi en Irlande, aussi hallucinant, dans le Lapiaz. Les gens allaient chercher des algues et du sable sur la plage, mélanger ça, planter des patates et se créer, progressivement, ils se construisaient un sol. Nos sols sont construits, hein, je ne pense pas que les pédologues iront trop contre ça, mais nos sols sont largement manipulés, et largement travaillés, outre les organismes vivants qui s'y trouvent, ne pas oublier qu'il y a aussi l'action de l'homme. Et là, ils se sont créés, ça, quand on a fait le sondage, c'est frappant, d'un côté du muret, vous avez 60 cm de terre fine, pratiquement pas de pierre. À côté, vous avez 15-20 cm extrêmement pierreux.
concernant la jachère, quel est l'intérêt économique de la labourer? Est-ce que vous voulez bien prendre le micro, s'il vous plaît? Oui, c'est pas un intérêt économique, c'est un intérêt agronomique. On enfouit généralement les adventices, enfin en principe. Je vais dire, il y a Bruno qui va longuement vous parler de ça, comment enfouir les adventices pour les faire crever quand on remonte les racines en plein air, parce qu'elles n'aiment pas. On casse les mottes, notamment, ça permet l'action du gel. Ça joue sur également l'eau, la circulation de l'eau. Il faut appuyer sur... Elles étaient pâturées. Ah ben, oui, elles étaient également pâturées. Et c'est après, alors, il y avait dans le calendrier, justement, parce que j'ai pas... On peut revenir là-dessus? Oui. Très rapidement. Charrière, ouais. Dans le calendrier, la réponse elle est là. Attendez, voilà, le calendrier de Morisseau. Vous avez la réponse là sur les rythmes agricoles. La jachère, préparation du sol autorisant donc ponctuellement, dedans, il y a des moments qui sont réservés aux bêtes. Aux bêtes, aux troupeaux communs. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont gardées. Sur les photos qui est dedans, vous voyez, il y avait des emplois de gardiens de... Ben oui. Donc on envoyait, c'était les enfants, les personnes un peu âgées, qui allaient garder les troupeaux, afin d'éviter qu'ils empiètent dans les zones emblavées. Et en plus de ça, il y avait un autre intérêt, c'était la fumure, donc j'y pense. Car les déjections animales, en plus ça, ils avaient tendance à piétiner, ce que nous on ne le fait pas d'ailleurs, et ça enfonçait, ça permettait, avec leur tournement, ça permettait également, parce que qui dit, j'oublie une chose, c'est que dans cette histoire-là, la faiblesse, c'est classique ça, la faiblesse du bétail entraîne un déficit en engrais de ferme, comme on dit, et ça permettait de ça. Dans nos zones de forêt, ce qu'on a cherché là dans nos fouilles, et ce qui est intéressant là, c'est quand on fait proconise carte du phosphore, carte du carbone, azote et autres, c'est de repérer justement l'importance du troupeau. Il y avait des pratiques qui faisaient pour la nuit. Les bêtes ont déplacé le parcage de nuit, donc il y a l'accumulation du fumier, etc. Une fois que c'était bien accumulé, on déplaçait, etc. Et ainsi de suite. C'était une sorte de déplacement de la fumée. Ça, c'est des pratiques très traditionnelles, hein, qui se retrouvent un peu partout d'ailleurs. Hein. Oui, est-ce que... Ce sera la dernière question. Est-ce que vous voulez bien passer le micro, s'il vous plaît? Oui, je peux répondre. Ma voix est assez forte. Le loup. Est-ce qu'il y a eu un transport du fumier de cheval vers les campagnes? Des grosses villes? Je ne sais pas. Parce qu'à Paris, c'était un phénomène extrêmement important. Dans le sens que le fumier de cheval, du temps du cheval, nombre de chevaux dans Paris, que le fumier était transporté. Oui, mais à Paris, je crois qu'il servait à la ceinture de... 20 km. Absolument. Mais je crois qu'il servait essentiellement à la... Comment ça s'appelle, à la ceinture maraîchère. Non, oui, mais alors attention, votre ceinture maraîchère, elle est jusqu'à 25 km. Oui. Parce que, attention, et c'est pas seulement le maraîchage, c'est la culture en plein champ. Oui. Vous avez du fumier qui partait du centre de Paris et qui prenait un tramway. Le fumier passait au niveau du premier étage, descendait le boulevard Saint-Michel et allait jusqu'à 25 km de Paris. Oui, c'est à peu près tout à fait. Non, j'ai pas retrouvé ce genre de choses. Je pense, ben oui, mais les défis, si vous voulez, ce que je disais, la proximité de la fumure liée proche du centre. Donc, il n'allait pas c'était ce que j'appelle la ceinture parisienne, 20-25 km, c'était vraiment beaucoup. Là. Bon, on va clore la discussion, excusez-moi. Et puis, on va passer la parole à Bruno Chourel.